Bonjour à tous, je m'appelle Yann Giron, je suis un analyste maritime et je vous présente mon livre Le précis de la puissance maritime. Ce livre a été écrit dans sa première édition en 2018. En 2019, il a eu un prix de l'Académie de Marine. Il a eu une mention. Et j'ai eu un petit souci d'édition et en fait, l'éditeur Bernard Giovannangeli a accepté de me rééditer. Donc, je vous présente en fait sa deuxième édition. Ce livre est un livre qui va vous présenter un concept, le concept de la puissance maritime. Alors, probablement que vous avez beaucoup d'idées qui vous viennent en tête quand on parle de puissance maritime. Là, il ne faut pas confondre, on ne parle pas de puissance navale, on ne parle pas de la puissance guerrière sur l'eau, on parle de la puissance maritime. Et j'en propose une nouvelle définition qui serait la capacité, la faculté à agir sur les océans. En fait, c'est une définition qui est la définition générale de la puissance que l'on retrouve notamment en sciences politiques, qui a pu être donnée par Raymond Aron, par exemple, qui est la capacité à faire, à ne pas faire ou à faire sur les océans. C'est une manière nouvelle de parler de la puissance maritime, puisqu'auparavant, on a plusieurs en fait, notions, on a plusieurs idées qui nous viennent à l'esprit quand on parle de puissance maritime. Déjà, la première notion, c'est de la confondre avec la puissance navale. Même dans les textes, on confond souvent puissance navale, thalassocratie, puissance maritime. Et puis aussi de la résumer, cette puissance maritime, à un rang, première force navale sur l'eau, première flotte de combat, première flotte de commerce, premier port, par rapport à quoi. Et voilà, donc j'ai voulu sortir de toutes ces définitions qui vous viennent un peu spontanément en tête et l'axer sur d'autres visions de la puissance qui n'étaient pas celles qu'on associait classiquement à l'aspect maritime, mais qu'on utilise en sciences sociales ou en philosophie ou en sciences politiques, qui sont vraiment les définitions de la puissance. Et c'est ce que j'ai développé dans ce livre, en posant quelques concepts, quelques outils méthodologiques. Alors, pourquoi faire un concept? On fait des concepts pour faciliter la compréhension. C'est une forme d'abstraction de la réalité, c'est un modèle. Ce modèle, on le fait par rapport à quelque chose à une idée que l'on souhaite atteindre. Cette idée, c'est la question de l'action, la question d'agir sur les océans. Pas simplement décider, c'est aller jusqu'au bout, jusqu'à concrétiser. Donc on dit par exemple, je pense donc je suis, là ça sera j'agis donc je suis, et si je suis, c'est que j'ai pensé auparavant. Voilà. Alors ce livre, pour moi, arrive à une période de mi-vie d'une activité de conseil maritime. J'ai fait ce métier pendant 20 ans. J'étais au départ un agronome spécialisé sur l'exploitation des océans, l'exploitation durable des océans. Et en fin de cette première partie de carrière, j'ai travaillé en conseil sur, bien entendu, la pêche qui a été mon activité, le conseil à la pêche qui a été mon activité pendant toutes ces 20 premières années, mais aussi en conseil sur l'économie portuaire et sur l'économie maritime en général. Et ça me semblait intéressant à la fin de cette première période où justement je conseillais les gens pour pouvoir agir, de formaliser ce concept, un concept entre guillemets de MIJ professionnel. Aujourd'hui, j'ai d'autres activités. Je suis toujours analyste maritime, mais plus dans le conseil. Et mon activité principale tient autour de l'analyse des risques maritimes. Et je vous en reparlerai plus tard. Euh, Ce livre a été reçu par l'Académie de Marine. Et curieusement, ça n'a pas été le secteur civil de l'Académie de Marine qui l'a reçu, ça a été le collège militaire qui l'a reçu. Et ça m'a semblé particulièrement intéressant de cet intérêt des militaires des marins militaires pour cet essai, cette réflexion. J'y ai trouvé une curiosité. Je pense qu'on retrouve là le vieux réflexe stratégique, mais également un intérêt très fort pour comprendre qui étaient ces acteurs civils, privés, qui étaient en train d'agir sur les océans.
avec une certaine opacité, ou en tout cas sur des modes d'action qui n'étaient pas forcément compris, ou des modes d'action nouveaux dans la manière d'utiliser, à la fois pour les acteurs type ONG et fondations caritatives, une utilisation de la gouvernance et je dirais une utilisation tactique de la gouvernance, et aussi la redécouverte de nouveaux acteurs criminels qui sont aussi au niveau maritime à la fois des anciens acteurs mais aussi de nouveaux acteurs. Voilà. Alors, juste pour tordre le cou une bonne fois pour toutes sur cette confusion entre puissance maritime et puissance navale, la puissance maritime, c'est la capacité à faire, et pas uniquement pour les territoires littoraux, pour les acteurs de la mer, c'est par rapport à tous ceux qui dépendent des océans, leur capacité à agir, à faire, à développer une stratégie, à s'impliquer sur les océans et en recevoir un bénéfice. Et donc sont intéressés par la puissance maritime tous ceux qui sont dépendants des océans. Et on est dépendant des océans pour beaucoup de choses. Pour les approvisionnements en produits manufacturiers, on est à pratiquement 98% des volumes de vos produits manufacturiers utilisés en France qui proviennent des océans. Quand on était au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on avait des manufactures de tabac, des manufactures de sucre, des manufactures de soie. Ils étaient approvisionnés par des produits coloniaux, et ces produits provenaient des océans. Et si on regarde la carte de ces manufactures de tabac, vous en aviez sur l'ensemble du territoire français. Donc cette notion de dépendance à l'import par voie maritime, c'est probablement ce qu'il y a de plus facile pour comprendre à quel point, quand on est dépendant des océans, on a besoin d'être acteur ou d'agir, en tout cas de faire en sorte que nos idées, nos volontés puissent s'exprimer via les océans. Et c'est quelque chose, ça on relève vraiment de la puissance maritime. La puissance navale, quant à elle, c'est l'outil guerrier présent sur les océans. Et quand il va s'exprimer, il va, c'est-à-dire en temps de guerre, par exemple, ou lorsqu'il y a une nécessité de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, il ne va pas simplement être qu'une action maritime. Ça peut être bien entendu techniquement, ponctuellement, une action maritime avec une tactique maritime, mais de plus en plus, notamment en cas de conflit, s'assurer une action intégrée dans l'ensemble l'ensemble des armes que l'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire aussi bien pour des opérations amphibies, du maritime avec des forces terrestres, avec des forces aériennes, et aussi spatiales, voire cyber aujourd'hui. Donc la puissance navale s'exprime en cohérence dans un ensemble des différents moyens que l'on va mettre en œuvre, et dans le principe de Clausewitz qui est de dire on mène une guerre qui est le prolongement d'une activité, c'est poursuite d'une politique par d'autres moyens que l'action politique classique. Donc on a une continuité, il y a un cadre politique qui est donné à une action de guerre. Voilà, donc la puissance navale, elle est intégrée dans un dispositif, elle se prépare aussi en temps de paix, et elle fait partie elle a une action en temps de paix et en temps de guerre. Donc là, bien entendu, la puissance navale vient au service de la puissance maritime, mais ce sont deux concepts qui sont finalement distincts tout en étant très interpénétrés. Dernier élément sur ce livre, donc il ponctue une carrière, c'est un point d'étape nécessaire, car pour moi, il s'agissait avant tout de poser des idées, des concepts. Il s'agissait de pouvoir réfléchir ma deuxième partie de carrière avec des nouveaux cadres, des nouvelles grilles méthodologiques. Il a été préfacé par deux acteurs importants. Le premier acteur, un acteur civil, le président du cluster maritime français, et le deuxième, qui était à l'époque un capitaine de vaisseau, qui aujourd'hui est un amiral, qui lui à l'époque était donc Hervé Hamelin, l'amiral Hamelin, qui à l'époque était chef du bureau stratégie et politique au niveau de l'état-major de la marine. Voilà, donc c'était intéressant pour moi d'avoir ces deux avis, car il rendait compte finalement de la double dimension de ce livre, qui est à la fois une stratégie pour les civils, mais aussi une stratégie, en tout cas des grilles stratégiques, des grilles de lecture stratégique pour les militaires, non pas pour la puissance navale, mais pour mieux s'intégrer dans cette démarche de puissance maritime. Et un dernier point,
sur ce livre qui me semble important, c'est la photo de couverture. Alors d'habitude, quand on parle de puissance maritime, puisqu'on fait la confusion avec la puissance navale, on va vous mettre un bâtiment de combat ou comment dire, un navire de commerce. Là, ce que vous allez voir, c'est un marin. Attendez, je vais essayer de le mettre propre. Voilà, vous avez une photo d'un homme en passerelle, d'un navire de pêche en l'occurrence, seul. C'est une photo qui a été prise par le photographe Frédéric Briouat. C'est un point de vue qui est très rare d'obtenir puisque vous êtes sur un navire en activité. La photo est prise de l'extérieur, de nuit, et jusqu'à présent, j'en ai pas vu des photos de capitaine comme ça en passerelle. Prise, c'est pas un photomontage, c'est une véritable photo en action. Et on voit ce capitaine de pêche au téléphone, seul. Et en fait, cette personne est complètement interconnectée. Elle est à la fois en train de gérer une manœuvre de pont en donnant des instructions sur les différentes phases à réaliser par l'équipage qu'on ne voit pas puisqu'il est sur le pont. Et en même temps, il est en train de gérer son partenariat commercial. Et voilà, il semble seul, il semble isolé au milieu des océans, mais il est très interconnecté. Et c'est aussi, il est en train d'agir sur les océans. C'est une autre manière aussi de montrer la puissance. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et au-delà du fait que Frédéric Briouat est un photographe maritime exceptionnel. Voilà. Alors, avant de me lancer dans cette présentation, un point important, faire du stratégique sur les océans, quand on ne connaît pas les océans, c'est courir le risque de faire des transferts de vision géopolitique terrestre sur les océans, notamment quand on va parler, par exemple, des questions de souveraineté. La souveraineté de la mer, c'est quelque chose qui n'est pas d'une approche facile, parce que la question de la souveraineté d'un État sur les océans est une question qui a été négociée au cours des siècles et qui a toujours été une dialectique entre, d'une part, des gens qui souhaitaient s'approprier, nationaliser des eaux, qui étaient des eaux côtières, parce qu'elles avaient des richesses, notamment des richesses de pêche, où il s'agissait aussi de pouvoir légitimement se défendre, porter la guerre légitime, face à un envahisseur. Donc on avait besoin de protéger et sanctuariser une partie de la mer. Et à contrario, en face de ça, on avait la dialectique de la mer ouverte, qui était de dire j'ai besoin de laisser cet espace, un espace non approprié par les États, et sur lequel je suis libre de faire du commerce, libre de me déplacer, libre d'aller partout. Et c'est ça qui valorise toute la puissance de l'apport maritime. Et il y a eu toujours cet équilibre au niveau des négociations. Ces négociations ont été ponctuées par la signature de la Convention de Montego Bay, dite de Montego Bay, qui en fait est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDEM. Cette CNUDEM, en fait, saucissonne les différentes fonctions d'un État et donne des zonages plus ou moins grands vers le large, en disant dans telle distance à la côte, vous aurez un certain nombre de prérogatives d'État, et plus on ira vers le large, moins vous aurez de prérogatives. Et au milieu de ces prérogatives d'État, y compris dans la zone qui est la plus côtière, les eaux territoriales de 0 à 12 nautiques, donc à peu près 24 km pour faire la côte, là où vous avez pratiquement le même droit qu'un droit terrestre, pratiquement, vous avez malgré tout, au sein de ces zones territoriales maritimes, vous avez, comment dire, vous avez la liberté de navigation qui s'exprime quand même dans ces zones-là, du moment que vous n'êtes pas sur un passage dit offensif. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre en péril la sécurité de l'État. Donc voilà, vous avez toute une série de zonages. Et aujourd'hui, le zonage le plus lointain possible, c'est 350 nautiques, qui en fait n'est pas un zonage sur la surface, mais sur le fond. Le zonage acquis, c'est le zonage jusqu'à 200 nautiques, soit à peu près 370 km au large. Dans ce zonage-là, qu'on appelle la zone économique exclusive, l'État n'a des droits
que sur l'exploitation économique des océans, autrement dit le sous-sol et la masse d'eau, donc tout ce qui va être exploitation des ressources de pêche et principalement les hydrocarbures et demain les énergies marines renouvelables. Mais c'est tout. Et bien entendu, et également le droit environnemental, c'est-à-dire qu'il doit assurer et garantir le bon état écologique de cette masse d'eau. Donc de 0 à 200 nautiques, ce sont les prérogatives. Par contre, il ne peut pas s'opposer au passage d'un navire, il ne peut pas s'opposer il ne peut pas interdire la pose d'un câble sous-marin. Hein, ça, c'est également quelque chose qui est très important puisque le câble sous-marin, c'est 98% de nos communications passent par les océans aujourd'hui, communications téléphoniques et bien entendu tout ce qui est web. Il ne peut pas s'opposer, il peut donner dans une certaine mesure des indications pour dire attendez, non, là, vous ne pouvez pas passer là parce que j'ai déjà prévu de faire quelque chose, mais il ne peut pas s'y opposer. Par contre, dans les eaux territoriales, de 0 à 12 nautiques, il a des pouvoirs de police. De 12 à 24, il a des pouvoirs contre l'immigration et sur les aspects sanitaires et sur les aspects douaniers. Mais ces droits-là ne se retrouvent pas au-delà entre 24 et 200 nautiques. Voilà. Donc, croire que la France est la deuxième puissance maritime au monde parce qu'elle a la deuxième surface sous juridiction de 0 à 200 nautiques au monde, ce qui est le cas, ça peut être aussi un leurre de dire voilà, nous devons absolument avoir une territorialité nous avons une territorialité sur les océans. Alors c'est un leurre parce qu'on ne l'a pas, on n'a pas jusqu'à 200 nautiques, et c'est également un leurre parce qu'il va rester l'ensemble des zones économiques exclusives mondiales ne représente que le tiers des surfaces océaniques mondiales. Voilà, donc attention, il ne faut pas raisonner le droit international sur la mer de la même manière, avec les mêmes enjeux géopolitiques et géostratégiques que vous le feriez à terre. Alors maintenant, pour en venir un petit peu dans le décortiquage de cette puissance maritime. Quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'histoire maritime, on peut distinguer deux forces principales qui ont conduit, qui ont permis la concrétisation de l'aventure maritime. L'aventure maritime, elle ne peut d'abord se faire que si les gens ont envie d'aller sur les océans. Il existe quasiment aucune civilisation maritime. Il en a existé une qui était une civilisation polynésienne, qui a vraiment été totalement maritime, elle faisait vraiment société sur les océans. Mais il n'y a pas de véritable nation maritime. Aller sur les océans, c'est une volonté. Il faut vouloir y aller. Hein, même des grandes puissances maritimes, en tant qu'État ayant des forces navales ou considérées comme une puissance étatique maritime, même les Anglais, même les Américains aujourd'hui, s'ils sont sur les océans, c'est qu'ils ont décidé d'y aller, qu'il y avait une continuité dans une politique maritime de doter, de création d'un outil et de la concrétisation. Cette volonté, c'est un élément essentiel puisque ça fait appel à la fois à une cohésion de l'ensemble de la société terrestre dans cette volonté pour y aller et aussi une capacité à aller chercher le deuxième point qui est la deuxième force de la puissance maritime, qui est le capitalisme. Alors quand on dit capitalisme, bien entendu c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Ici, ce sera une manière technique de parler de la capacité à créer du capital, à le générer, à l'organiser et à le régénérer. Voilà. Alors derrière ce terme-là, vous avez des auteurs qui ont pas mal parlé de ces aspects de capitalisme. Celui qui est le plus intéressant, c'est cet historien de l'économie, économiste historien plutôt, qui est Fernand Braudel, qui définissait le capitalisme, en tout cas les couches supérieures du capitalisme, comme étant celles des marchands de la longue distance, c'est-à-dire ceux qui vont être en capacité d'aller loin, de mobiliser du capital pour aller loin, pour faire un échange marchand, pour aller chercher une denrée qui est rare et à ramener. C'est exactement cette définition, ça s'applique exactement au niveau maritime. Alors, par ailleurs, il y a un autre économiste qui est très intéressant et qui joue énormément sur cet aspect de
de définition de ce qu'est le capitalisme maritime, qui est Schumpeter, qui a notamment été l'économiste de l'innovation destructrice. Et, et même si on a opposé Brodel et Schumpeter, Schumpeter est également les concepts qu'il a définis, notamment autour de l'innovation, s'appliquent totalement au niveau du monde capitalisme. Notamment, ce que l'on remarque, c'est que quand il y avait un progrès technique, une innovation dans le secteur maritime, quels que soient les investissements en cours sur les techniques précédentes, très rapidement, la nation qui était source de l'innovation était rattrapée, les autres nations devaient la rattraper parce que l'avantage concurrentiel de l'innovation était tel qu'il fallait, qu'ils ne pouvaient pas rester seuls dans une sorte d'hégémonie technologique, et les autres nations devaient détruire leur outil et donc remobiliser du capital pour reconstruire cet outil, l'outil modernisé. Alors il y a plein d'exemples au niveau maritime de ces innovations qui ont provoqué des ruptures. Vous avez le gouvernail des tombeaux, vous avez, pour les aspects les plus anciens, vous avez bien entendu le passage de la voile au diesel maritime. Et puis voilà, vous avez tout un tas d'exemples comme ça techniques. Ce capitalisme maritime, en plus, a une particularité, c'est que il relève du capital risque. La plupart du temps, quand un investisseur, historiquement, va sur les océans, il investit, mais une mise de fonds initiale, et l'argent qui ressort de cette prise de risque est faiblement réinvesti dans l'outil maritime. Alors pourquoi je dis ça? Parce que usuellement, on a tendance, on met en avant les success stories de ces familles d'armateurs qui deviennent de richissimes marchands et qui ont constitué la moelle épinière de l'industrie maritime. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et le ticket d'entrée sur les océans est un ticket faramineux. Et ces seuls investisseurs maritimes, acteurs maritimes investisseurs, n'auraient jamais suffi à, déployer l'ensemble du capital nécessaire à aller sur les océans. Si on prend ce qui s'est passé notamment par exemple dès l'invention, entre guillemets, la découverte de 1492, la découverte de l'Amérique, qui en fait ponctuait une phase de déploiement sur l'Atlantique des Européens, on va se rendre compte que tout le monde participait à cette aventure financière. Ce n'était pas que quelques familles d'armateurs qui allaient là-bas. Vous aviez des puissants marchands qui étaient là, qui venaient investir, porter de l'investissement, apporter des fois en propre l'intégralité du capital, et qui étaient en fait mis à disposition d'opérateurs qui allaient devenir en fait des prestataires de services pour le reste de l'économie capitalistique de l'époque. Voilà, donc ce capital risque a une particularité, c'est que les bénéfices sont exportés hors de la zone de jeu, hors de la zone de risque, car en fait, on est bien sur un capital risque, puisque l'investissement maritime est très risqué, et quand il paye, il rapporte beaucoup. Ça, c'est un corollaire, ça veut dire que si vous maîtrisez les montants, l'investissement capitaliste, si vous le maîtrisez, que vous avez pu commencer à jouer sur les océans, il faut continuer à entretenir cette force. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vos investisseurs, une fois qu'ils ont gagné, sortent et ne reviennent pas, parce que à certains moments, les conditions financières sont moins intéressantes, la rentabilité est moindre, eh bien, c'est l'ensemble de votre outil qui va se dégrader, c'est l'ensemble de l'outil qui ne va pas être renouvelé, et c'est une partie de votre capacité à agir sur les océans qui va en être amoindrie. Donc, on se rend compte que la puissance maritime n'est pas quelque chose d'acquise. Elle n'est pas acquise déjà parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, tout s'érode, mais en particulier du fait de cette notion très particulière de capitalisme risque, il faut continuellement solliciter ces investisseurs, aller les chercher, voire en réinventer de nouveaux. Et ça parce que le ticket d'entrée sur les océans est faramineux.
on pourrait inventer de nouvelles forces, mais avec la réflexion que j'ai portée, en élaguant au maximum, volonté et capitalisme englobe l'intégralité des autres forces que l'on aurait pu imaginer venir porter cette capacité à faire sur les océans. Donc, ces deux forces principales ont été de tout temps courtisées par deux pouvoirs. Deux acteurs économiques, deux types d'acteurs économiques majeurs. Premier pouvoir, l'État au sens pouvoir exécutif. Et deuxième acteur, les acteurs privés, les investisseurs privés. Vous pourriez me dire le troisième type d'acteur qui aurait pu être présent, ce qui est la nation, le peuple, par les marins aurait pu être présent, mais en fait les marins étaient toujours des prestataires de services, ils n'avaient pas de capacité d'action, ils étaient simplement exécutants. Ces deux acteurs majeurs qui sont le pouvoir exécutif et les pouvoirs économiques ont eu des relations de coopération, voire de concurrence au fil des siècles. Un exemple, au moment du développement des sociétés, des compagnies coloniales, des compagnies commerçantes qui ont permis, par exemple, les compagnies, je cherche les mots, compagnies des Indes. Les compagnies des Indes étaient des entités privées et l'État, le royaume, leur donnait des privilèges, leur donnait des droits de monopole et les autorisait, leur donnait un certain nombre de prérogatives qui étaient des prérogatives étatiques, usuellement, une capacité à mener la guerre, une capacité à battre la monnaie, une capacité à avoir des milices privées à leur service, une capacité aussi à mettre en œuvre une diplomatie. Voilà, donc c'est un des exemples d'acteurs privés qui se développent qui se déploient sur les océans. Et dans ce cadre-là, il le faisait plutôt en synergie avec une volonté d'État, sachant que l'État, en lui donnant ses monopoles, lui ouvrait les marchés en retour et tirait un bénéfice d'un développement économique de la part de ce dynamisme de ces acteurs privés. Et ce que l'on peut remarquer au fil des siècles, c'est que ces deux acteurs ont été tantôt en concurrence, en compétition, sans que ce soit d'ailleurs négatif, tantôt en synergie, et qu'il y avait une sorte de dynamique, de variation, de cycle, de la puissance maritime et de la capacité à agir sur les océans. Une partie était liée aux conditions de ce capitalisme, ces variations, de cette capacité à remobiliser du capital, et puis une autre aussi était liée tout simplement à des volontés étatiques et à des capitalismes d'État qui étaient en interaction avec ces deux acteurs. Alors, avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDEM, la Convention de Montego Bay, qui a été signée en 1982 et arrivée en exécution en 1994, ratifiée en 1994, vous avez eu une innovation majeure dans cette dialectique publique-privée de la puissance maritime. Cette innovation tient d'abord dans le fait que un troisième acteur a enfin eu voix dans ce concert de la puissance maritime et de l'aventure maritime. Le troisième acteur, c'était la nation, puisqu'en fait, ce texte, ce n'était pas un texte qui donnait les océans à un des acteurs, à l'État, mais il le donnait à l'État-nation. C'est le dernier texte, je crois, l'un des derniers textes internationaux des Nations Unies, donc encore une fois signé en 1982, dans lequel le secteur privé n'est absolument pas présent. On parle de développement économique, mais en tant que développement économique administré par les États. Donc on était à la fin d'un cycle où les États étaient forts et c'est eux qui ont modelé ce droit international. Et curieusement, il entre en application en 1994, juste après la chute du mur de Berlin, au moment où on rentre dans une autre phase où ça va plutôt être les pouvoirs privés qui vont prendre l'ascendant sur les pouvoirs étatiques, soit en tant que pouvoir privé, soit en tant que société civile, soit en tant que organisation internationale venant un petit peu agir en minorant la part du seul dialogue des États en tant qu'entité unique. Et cette bascule dans cette dynamique, dans cette dialectique entre
les États et les pouvoirs privés, en fait, n'est pas du tout suivi par le texte de la Convention de Montego Bay qui, lui, continue à donner les océans aux États. Et c'est très intéressant parce que ce décalage-là va rigidifier quelque part cette dynamique, en tout cas cette capacité à décider sur les océans, en donnant sur les espaces de souveraineté, même si c'est une souveraineté à plusieurs niveaux, quasiment l'intégralité du discours au niveau des acteurs étatiques, en tout cas des pouvoirs exécutifs. Même si, en tout cas, au niveau de l'État-nation, représenté uniquement par son pouvoir exécutif. Un des textes suivants, que par exemple on peut prendre la Convention sur la diversité biologique, texte international, lui fait rentrer le privé très clairement dans ce texte. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment ces deux générations du point de vue de cette dialectique publique-privée qui sont, comment dire, ces deux générations de textes qui aujourd'hui font qu'il y a un décalage et une forme de rigidification de la dynamique, de la possibilité d'agir et de décider collectivement ou non sur les océans. D'ailleurs, c'est là où on voit qu'un certain nombre d'acteurs privés ont commencé à essayer comment dire, de contourner cette contrainte en faisant jouer les nouvelles formes de gouvernance et en tentant d'agir sur l'opinion publique, en mettant en avant leur soi-disant fonction de représentation de la société civile, alors qu'ils ne ne se soumettent pas au suffrage. Et en réponse à cela, on voit aussi que plus que jamais, le pouvoir exécutif dit agir au nom de l'intérêt général, sans pour autant consulter le pouvoir législatif sur les grands objectifs qu'il va assigner à l'exploitation des océans, à l'exploitation durable, à la protection des océans. On voit donc que cette convention de Montego Bay, tout en rigidifiant, a permis le développement de jeux d'acteurs qui sont dans une forme de dialectique, dans une forme de rapport de force, où là, la nation va être utilisée comme dans une sorte de tactique du 2 contre 1, chacun prétendant être légitime pour parler au nom de la nation. Et jusqu'à présent, la nation, chez nous, dans le fonctionnement actuel européen, elle est plutôt représentée par le pouvoir législatif. Ce qui est flagrant, frappant, en termes de puissance maritime, c'est que finalement, le débat sur les océans reste un débat qui est très administré par le pouvoir exécutif, avec de temps en temps des fenêtres de discussion euh, avec les pouvoirs privés, qu'ils soient au niveau de certaines ONG ou au niveau tout simplement des représentants des pouvoirs économiques maritimes. Alors ça prend de temps en temps, par exemple, la forme d'un Grenelle de la mer, quelques consultations ciblées, mais on peut noter que s'il y a bien un progrès aujourd'hui à développer sur la capacité à faire, c'est impliquer ce pouvoir législatif et ne pas simplement impliquer les élus du littoral. C'est impliquer l'ensemble des élus du territoire national qui ont tous un intérêt sur les océans. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas cette implication joue à plusieurs niveaux au niveau français. D'abord au niveau des savoir-faire. Il est assez difficile de pouvoir réfléchir l'action sur les océans quand on n'est qu'une seule administration et qu'on attend un certain nombre d'exécutions de la part des, des territoires sur la question des océans et des actions à mettre en œuvre pour pouvoir agir sur les océans. Or, le débat est beaucoup plus fort quand il intègre justement ces échelons législatifs, notamment sur un élément qui est très important, qui est bien entendu le vote de budget, mais aussi la définition de politique maritime. Alors, on ne parle pas d'une politique maritime, on parle de politique maritime parce que le maritime, c'est autant de secteurs industriels qu'il existe de secteurs à terre. Donc ça n'a pas de sens, entre guillemets, de parler d'une politique maritime unique, en tout cas technique, politique technique. Il y a plusieurs politiques techniques maritimes. Et ce qui manque, notamment en France, c'est la définition d'objectifs. Des objectifs qui vont être déclinés parce qu'on aura pensé les intérêts de la nation sur les océans. Il y a plusieurs fonctions sur les océans. Les océans sont
ont principalement trois fonctions. Ils servent de support à des flux de marchandises, des flux d'informations. Ils sont également une source de rente avec une activité économique qui va exploiter ces océans en termes pour les ressources qu'ils contiennent. Et puis une troisième utilisation qui est pour l'industrie du tourisme ou l'hédonisme de la nation. Donc on voit bien que ces trois éléments rendent compte difficilement d'une seule préoccupation, d'une seule politique, d'un seul point. Donc il est très important de définir un certain nombre d'objectifs pour la nation dans un tout cohérent et dans un tout qui a été codécidé avec les territoires, avec tous ceux qui vont dépendre du maritime. Voilà. Quand on regarde par exemple le couloir rhénan, qui est assez réputé pour notamment sa recherche en biotechnologie, ça m'étonnerait, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des députés de l'Est de la France s'intéresser des questions de biotechnologie marine et d'un débat sur les biotechnologies marines mené au niveau du Parlement. C'est quelque chose qui reste à faire, de mobiliser cette force. Il y a le pouvoir exécutif, l'administration, mais il y a aussi ce pouvoir de décision politique étendue. Voilà un petit peu pour présenter ces grands acteurs et ces grandes forces. Dans ce livre, je mets en évidence aussi quelques outils méthodologiques. Alors, le triangle de la puissance, le triangle des acteurs de la puissance maritime, qui va donc positionner le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, la nation et les pouvoirs économiques. Et la puissance maritime va s'administrer au sein des relations qui relient ces trois acteurs. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir une autre vision de cette modélisation, mais en posant ce triangle, c'est une simplification de la réalité qui permet de réfléchir facilement et d'avoir des grilles de lecture de certains problèmes que l'on rencontre au niveau de cette société, notamment par rapport à son déploiement sur les océans. Un autre point qui est un petit peu un corollaire de cette question de la puissance maritime et de cette capacité à faire, capacité à décider, capacité à s'harmoniser, c'est la question de la puissance et des menaces qui pèsent sur la puissance. La principale menace qui pèse sur la puissance maritime, c'est des questions de conflictualité. Alors, c'est vrai que quand on parle de la conflictualité, aujourd'hui, c'est un petit peu des sujets tabous depuis notamment cette phase de libéralisation. Où on a parlé de la fin de l'histoire, avec la fin de la guerre froide, la fin de la confrontation. Maintenant, quand on parlera de conflictualité, on met l'accent sur les aspects négatifs, on ne parle pas des choses positives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les océans, cette conflictualité, elle est permanente. Et ne pas vouloir la regarder parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est quelque chose qui, en fait, conduit à des échecs tactiques et stratégiques majeurs. Cette conflictualité maritime, elle existe parce qu'il y a les spécificités des océans, c'est-à-dire 60%, 66% des océans à peu près ne sont pas sous des espaces de juridiction très élaborés. Il y a eu historiquement une course dans un espace. Vous aviez des fronts pionniers, par exemple pour le poisson, jusqu'à ce qu'on arrive à une pleine exploitation des océans. C'était à celui qui allait plus vite, celui qui prenait le territoire maritime en premier, qui prenait ses potentialités, finalement, qui avait accès à des potentiels et des potentiels économiques. Vous avez toujours cette course aux océans qui existe. Alors aujourd'hui, ça va être une course sur l'espace maritime en tant que tel, parce que, par exemple, on a besoin, on commence à avoir un développement d'infrastructures flottantes sur les océans. Et donc, il y a des concurrences d'usage, des concurrences spatiales. Il y a aussi, plus ça va, plus on découvre les potentialités existantes sur le fond des océans. Donc, il y a une spatialisation de la ressource qui devient de plus en plus claire. Il y a aussi tout un tas d'autres conflictualités qui peuvent exister, en tout cas de concurrence entre États ou de concurrence entre potentialités économiques. Il y a également la question de l'administration durable de ces ressources et donc la définition d'optimum biologique. Tout cela, même si on essaie de mettre en place ce qu'on appelle une gestion intégrée des océans,
ne peut pas aujourd'hui, n'est pas aujourd'hui régulable dans une globalité. Donc, on reste sur des espaces de conflictualité. Et cette conflictualité existe et elle va s'exprimer dans des champs des fois extrêmement différents de ce que l'on peut croire concerner les océans ou la question océanique. Dans ce livre, j'ai adapté la théorie des échiquiers que l'on voit en guerre économique, qui en fait dit qu'un même acteur peut être positionné sur différents échiquiers. Ils en définissent 3, politique, technique et économique. Vous avez en fait, sur les questions des océans, des échiquiers multiples. Ces échiquiers sont des espaces physiques ou immatériels que je vais appeler des arènes, dans lesquelles les acteurs vont coopérer ou bien être en concurrence, en compétition ou être neutres. Alors ça peut être sur les aspects techniques, bien sûr, sur les aspects politiques nationaux, sur les aspects de budget, sur les aspects financiers. Vous verrez qu'en lisant ce livre, qui a également de plus en plus avec le paiement des services écosystémiques, le développement de la finance verte. Ici, vous avez des finances vertes appliquées aux océans. Donc, vous avez des espaces, des arènes dans lesquelles vous allez avoir un certain nombre de coopérations qui vont impacter la question océanique. Voilà. Vous avez donc tout un tas d'arènes de puissance et un même acteur est positionné sur différentes arènes et pas toutes. Et aujourd'hui, lire la puissance maritime, c'est être capable d'agir sur la meilleure combinaison d'arènes de la puissance qui sont la meilleure combinaison qui va permettre d'être, en fonction de ses propres objectifs, le plus efficace. Alors ça vous semble un petit peu théorique, j'imagine. Le fait est, c'est que être un bon stratège sur les océans, souvent consiste à se positionner sur des arènes qui ne sont pas nécessairement vues de vos concurrents ou de vos compétiteurs. C'est aussi être capable d'inventer des nouvelles arènes et d'amener votre concurrent, compétiteur sur ce terrain-là, par exemple celle du débat public autour de l'environnement, et d'en tirer des avantages en termes de décision et de mobilisation de moyens. Je peux par exemple vous donner un exemple de ces combinaisons d'arènes qui va reprendre cette question de la volonté et du capitalisme. Il y a l'exemple dans ce livre, je parle d'Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, c'est un prince portugais qui en fait a offert l'atlantisation de l'économie maritime européenne, qui a ouvert une nouvelle voie maritime de contournement de la voie méditerranéenne pour permettre, via l'Atlantique, de trouver une route des Indes et ensuite la consolidation de cette économie atlantique avec les échanges avec le Nouveau Monde. Pour les experts maritimistes, il a un peu une fonction de messie. On dit, voilà, le royaume portugais a pu, comme ça, partir et se mobiliser et se découvrir une volonté puissante d'aller sur les océans. Quand on regarde dans le détail, donc ça c'est entre guillemets le mythe du souverain maritimiste. Alors il n'était pas souverain, il était un des princes dirigeants. Ça, des fois on l'oublie un petit peu. Et quand on voit comment il a pu engager cette aventure maritime portugaise, il faut bien avoir conscience de ce qu'était le Portugal à cette époque, c'est-à-dire on est avant 1492, on est avant la découverte, l'invention officielle du Nouveau Monde, et on est juste après la Reconquista, c'est-à-dire que le Portugal n'a aucune assise financière. Aucune assise financière. Certes, il est allé chercher sur les océans des leviers de puissance pour démultiplier sa puissance terrestre, mais il n'a pas pu le faire seul, car il y a un ticket d'entrée dans les océans. Il n'a pas pu le faire seul, donc il lui a fallu des partenaires, notamment des partenaires financiers. Ce qui apparaît de façon très intéressante, c'est que ces partenaires financiers qui ont été présents, et ils n'étaient pas portugais. C'était notamment deux types de partenaires. C'était des partenaires qui se retrouvaient tous finalement comme des acteurs financiers dans les Flandres. Et vous aviez des acteurs issus des Flandres, mais vous aviez aussi des acteurs florentins. Alors Florence, c'est un exemple très intéressant
de cité-État qui a perdu en apparence l'accès à la mer et l'accès à la puissance que pouvaient apporter les océans face à une compétition entre Gênes et Venise, et qui en fait a développé tout un tas de stratégies parallèles pour déjà se rapprocher d'acteurs européens qui étaient à des carrefours de l'économie, notamment Lyon à l'époque, qui a donné justement des moyens d'acquérir en fait une puissance commerçante et manufacturière dépendant des importations et notamment en se redéployant sur des possibilités d'import et de réexport via les voies maritimes atlantiques. Mais ils se sont également rapprochés du souverain émergent, donc portugais, pour l'aider, financer les nefs qui lui permettront à la fois d'aller chercher des partenaires géopolitiques, puisque une des motivations à aller sur les océans était de retrouver le roi Jean, qui était le royaume éthiopien, qui était censé, chrétien, qui était censé pouvoir prendre en tenaille l'empire musulman de l'époque et la menace qu'il représentait, et aussi ouvrir de nouveaux produits et de nouvelles marchandises et une nouvelle puissance économique et marchande. Et l'on voit d'ailleurs que les produits commerçants qui étaient issus de cette colonisation, eh bien, progressivement, n'étaient plus vendus au Portugal, mais étaient mis en vente directement dans les Flandres. Donc voilà, et c'est quelque chose relié le Portugal aux Flandres, c'est en fait le duché de Bourgogne. Donc on voit qu'il y a des liens indirects, il y a des arènes sur lesquelles on a joué également de façon indirecte à cette époque-là, et ça existait auparavant et ça existe encore plus aujourd'hui. Alors, quand on parle de conflictualité maritime, je vous ai cité des notions de concurrence et de compétition sur les océans, économiques ou politiques entre États. Et en fait, cette conflictualité s'exprime sur chacune des arènes. Et la particularité du monde d'aujourd'hui, du monde post-guerre froide, c'est qu'un acteur peut être à la fois en coopération sur une arène et en concurrence sur une autre, simultanément avec un autre acteur. Donc la question finalement de chercher l'allié ou le partenaire devient de plus en plus complexe. Et les jeux d'acteurs deviennent de plus en plus complexes également. Et c'est vraiment cette nouvelle propriété, c'est-à-dire de pouvoir être à la fois ennemi et ami, entre guillemets, et finalement, dans cette théorie des jeux, c'est la somme de l'intégralité de ces jeux qui fera que vous allez être en compétition, en concurrence ou en collaboration avec un acteur qui va vous permettre quelque part de, entre guillemets, gagner la bataille, en tout cas la bataille de la puissance. Ça va également, en étant parfaitement conscient de ce que l'on peut faire sur chacune de ces arènes, ça va également vous donner des perspectives qui n'existaient pas auparavant, notamment grâce au partenariat. Et ça, c'est une des conséquences fortes de conceptualiser la puissance maritime par la question de la capacité à agir, c'est qu'en fait, le partenariat, c'est probablement chercher un partenaire, c'est probablement ce qui est le moins contraint aujourd'hui en termes comment dire, d'orientation étatique ou de frein étatique. A priori, rien ne vous empêche de vous associer avec quelqu'un d'autre, si ce n'est l'envie de travailler l'un et l'autre ensemble dans la même direction. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas possibles parce qu'il y a des gros vétos internationaux. C'est peut être très compliqué pour une entreprise européenne aujourd'hui d'aller travailler avec un acteur iranien, par exemple. Mais à part ces quelques cas caricaturaux, aujourd'hui, pouvoir marquer des points dans la puissance maritime, c'est aller chercher des partenaires sur les arènes sur lesquelles vous avez besoin d'aide ou sur les arènes sur lesquelles vous êtes prêt à partager un peu de votre force pour pouvoir chercher une collaboration, l'inscrire dans le temps, vous rendre fort sur le long terme, permettre de mobiliser des partenaires financiers et de les remobiliser pour rester maître de vos leviers d'action sur les océans. Voilà, donc ça c'est cet aspect sur la conflictualité, les arènes de puissance et cette capacité à être stratège sur l'ensemble de ces arènes. Le monde maritime, vous avez peut-être entendu parler de certains nombres de constats stratégiques qui sont faits aujourd'hui sur le monde terrestre
liées à la fissuration du monde, c'est-à-dire que le monde ne fonctionne plus comme il a fonctionné pendant la guerre froide, il ne fonctionne plus comme il a fonctionné dans cette période post-guerre froide, où le libéralisme était un petit peu plus présent que les États. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire, multi-enjeux. Les systèmes de régulation ont beaucoup de failles, et dans ces interstices, dans ces fissures des codes précédents, se développent tout un tas d'acteurs, et d'acteurs, notamment d'acteurs hybrides, c'est-à-dire des acteurs qui sont capables d'être une chose et une autre en même temps. Et ça se passait également au niveau maritime. Ça, c'est un élément qui est nouveau, qui a vraiment été diagnostiqué, par exemple, par non pas le dernier chef d'état-major de la marine, l'amiral Rogel, qui a été suivi de l'amiral Prazuc, qui vient d'être remplacé, où il a commencé à parler de la fissuration du monde maritime en disant que les cadres de pensée, plus rien ne ressemblait aux assurances que l'on avait auparavant. Les menaces de basse intensité pouvaient devenir de haute intensité. Des acteurs développaient des techniques du faible au fort. Et vous aviez également un raccourcissement des temps, une importance de l'opinion, de l'émotion. Voilà, tout un tas de facteurs qui commencent également à s'impliquer dans le maritime. Et ça, on le réalise réellement depuis 2016 à peu près. Donc c'est récent et on ne mesure pas les conséquences. Une de ces conséquences, c'est que qui se développent des acteurs hybrides. Ces acteurs hybrides vont être hybrides à la fois parce qu'ils vont être à la fois à cheval entre le public et le privé. N'oubliez pas cette dialectique public-privé qui est très présente au niveau des océans, et cette volonté des acteurs privés de pouvoir exister face à des États, comme ils ont toujours fait dans l'histoire. Ils sont un petit peu contraints par le droit international, donc ils essayent de grappiller. Alors, ils essayent de grappiller des fonctions étatiques. Par exemple, vous avez de plus en plus d'acteurs qui essayent de promouvoir des milices sur les océans, en tout cas des acteurs privés qui ont des vocations à avoir des fonctions étatiques, des ONG qui veulent s'occuper maintenant en Afrique d'être des opérateurs de contrôle des pêches, par exemple, pour le secteur de la pêche. Vous avez voilà, tout un tas d'acteurs il y a cette thématique entre le public et le privé, où, comme ça s'est fait auparavant, avec les compagnies des Indes, par exemple, vous avez cette interpénétration entre l'action publique et l'action privée qui cherche à être menée. Donc ça, c'est un des premiers éléments sur lesquels les acteurs peuvent être de plus en plus hybrides. Vous avez également une hybridation qui se fait aujourd'hui entre le civil et le militaire, où, par exemple, on va essayer quand on est un acteur privé, civil, de pouvoir avoir une activité un petit peu dans le champ militaire, ou en tout cas dans le champ de la milice, ou bien lorsque l'État va plus pouvoir agir en tant que tel et pas chercher un démultiplicateur sur des conflits en utilisant des acteurs civils, privés, pour pouvoir les brandir en tant que prétexte ou en tant que ce qu'on appelle proxy, c'est-à-dire faut pas, comment dire, un partenaire qui va agir en son nom sans forcément porter la responsabilité de l'État. Donc cette hybridation civile et militaire, on la rencontre aujourd'hui par exemple en mer de Chine méridionale, avec le développement des milices maritimes, qu'elles soient chinoises ou vietnamiennes, où en fait on va confier un certain nombre de responsabilités à des acteurs, des pêcheurs en l'occurrence, qui vont pouvoir mener des actions d'influence, voire tenir une ligne face à d'autres acteurs économiques. Et par exemple, on dit classiquement qu'aujourd'hui en mer de Chine méridionale, il y a 3 lignes d'affrontement. Vous avez les acteurs économiques entre eux, avec la concurrence sur les zones de pêche, avec cette volonté pour les acteurs de pêche chinois de prendre et de sécuriser les droits de pêche sur des îles qui sont situées au milieu de la mer de Chine méridionale, au détriment d'autres pêcheurs, notamment les pêcheurs vietnamiens. Vous allez avoir la deuxième ligne qui va être la ligne des gardes-côtes, qui vont être essayer d'agir en tant que régulateur de ces conflits, alors en venant protéger généralement ces navires ressortissants de son pavillon. Et puis la troisième ligne va être la ligne des bâtiments de combat qui, eux, vont venir
essayer de ne pas s'affronter, mais bien marquer leur présence, voire agir contre les gardes-côtes et contre les navires de pêche. Donc là, vous voyez, il y a ce mélange ce gradient progressif entre le civil et le militaire, entre des choses qui relèvent finalement de l'ordre public et la concurrence économique, l'ordre public, et puis pas très loin, le bâtiment gris. Entre le civil et le militaire, vous avez également l'exemple, bien sûr, des pirateries, où certains actes de piraterie sont en fait des actes déguisés, comme ça a pu se passer en Somalie, d'actions étatiques sur les océans à travers des acteurs privés qui étaient les pirates. Et puis vous avez cette troisième champ, donc premier champ public-privé, deuxième champ civil et militaire, et troisième champ entre le criminel et le non-criminel, où là vous avez, pour diverses raisons, notamment pour des raisons de surcapacité, des tentations pour les acteurs économiques d'aller chercher des revenus de façon illégale sur les océans. Alors, ça a toujours existé. Le crime en mer a été avant tout un crime d'opportunité, où en fait on allait utiliser le phénomène criminel, où les trafics illicites allaient emprunter de façon opportune les océans pour les utiliser comme voie de communication. Ça reste toujours, c'est toujours très présent, puisqu'on a eu une multiplication par 5 du trafic maritime depuis les années 70, et cette multiplication n'a pas été suivie d'une multiplication dans les mêmes proportions des services de contrôle de ces marchandises. Donc aujourd'hui, il y a moins de capacité de contrôle par rapport à un flux qui a été démultiplié. Donc l'utilisation des océans et des flux sur les océans par les criminels a toujours existé et existe toujours. Et puis vous avez des opérateurs qui commencent à perdre leur rentabilité sur les océans parce qu'il y a trop de navires au regard de l'activité économique, du potentiel économique. Par exemple, vous avez, l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est la pêche illégale, où là, trop de bateaux, trop de capacité de capture en face d'un potentiel économique qui est limité, et avec une capacité à des flottilles excédentaires à aller loin sur les océans pour aller chercher du poisson là où d'autres n'ont pas forcément la capacité de le protéger, ou alors du poisson qui est dans les eaux internationales, où il n'est pas encadré, où il est difficilement encadrable. Mais aujourd'hui, donc ça c'est l'exemple le plus connu, où un acteur à la base non criminel va commencer à se criminaliser, un acteur maritime. Mais aussi également, ce que l'on remarque, c'est que suite à la crise de 2008, vous avez des segments de transport maritime qui ont décroché parce qu'il y a eu trop de navires construits, et malgré l'enlèvement de navires les plus anciens, il reste trop de navires récents sur les océans face à un potentiel économique qui était là, le flux marchand, qui a été fortement réduit suite à la crise de 2008. Et vous avez un décalage pendant les 2 années suivant cette crise. Vous avez eu un phénomène d'inertie où les investissements ont continué à être mis en œuvre, notamment dans le secteur des vraquiers et des navires, des tankers, des navires citernes, et avec une atomisation des centres de décision, avec une volonté toujours d'avoir un investissement spéculatif sur le transport maritime. Tout cela a fait qu'on a continué à construire des navires avant de commencer à freiner, et on a créé un différentiel très important entre le nombre de navires, les acteurs économiques et la richesse à tirer de cette activité-là. Résultat, vous avez aujourd'hui des acteurs qui n'arrivent plus à faire autre chose qui n'arrivent pas à diversifier leur activité, qui sont prisonniers d'un segment économique et qui vont être en recherche de rentabilité, et notamment par des actions qui sont de l'ordre illégal. Ça, c'est un phénomène nouveau. Donc, vous voyez bien que petit à petit se constitue et s'assemble un certain nombre de menaces hybrides, et vous avez ces acteurs hybrides qui sont présents sur les océans, qui vont commencer à agir de façon complètement imprévisible, et venir porter des menaces et consommer les moindres bénéfices de cette aventure maritime. Cette menace hybride, elle est particulièrement mobile, adaptable et particulièrement difficile à anticiper, surtout quand on ne connaît pas les moteurs. Donc ça, c'est une des menaces, c'est un enjeu, comprendre ces acteurs, les voir arriver, les détecter, anticiper leurs évolutions. C'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui à détecter.
Ça va de pair avec l'affaiblissement des systèmes de régulation et de réglementation, même si on n'a peut-être jamais eu autant de réglementation sur les océans. Aujourd'hui, l'application concrète de ces réglementations reste une gageure. Et puis savoir mesurer les évolutions de ces acteurs hybrides sur l'un ou l'autre des segments qui peuvent potentiellement commencer à devenir nuisibles. Pour, cette mesure-là est quelque chose de sensible et c'est un des enjeux aujourd'hui, sachant que ces acteurs hybrides ont parfaitement intégré ces notions d'arène de la puissance maritime et sont capables de se développer, de développer des activités, des partenaires, notamment criminels, sur des segments qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui suivis par les États. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation qui était très longue. Mais ce qu'il faut bien retenir de cet ensemble, c'est que la puissance maritime, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce concept de focaliser sur l'action, la capacité à agir est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que ça va nous permettre de sortir d'une ambiguïté sur ce qu'est réellement la puissance maritime. Chacun d'entre nous aujourd'hui, si je vous parle de puissance maritime, aura en tête une forme de concurrence, de compétition, de rang, de confusion entre la puissance maritime et la puissance navale. Et finalement, c'est assez stérile ces concepts-là parce qu'il n'y a pas de tout homogène et ce n'est pas ciblé vers quelque chose de concret finalement. Et lui donner un nouveau concept, cette capacité à agir, permet de consolider un manque qui est de dire, ben voilà, aujourd'hui, il faut être capable d'agir sur les océans, sinon on peut avoir des idées, on peut avoir une volonté politique. Si on n'est pas capable de la concrétiser, ben voilà, ça ne sert à rien. Pour la concrétiser, ben, il faut de la volonté. Alors, on est toujours en train de se plaindre comme quoi la France n'est pas un acteur maritime majeur, en tout cas, qui tourne le dos aux océans. Cette volonté, certes, doit exister, mais également, chacun, dans ce triangle de la puissance entre ces acteurs privés, le pouvoir exécutif, mais aussi le reste de la nation, l'ensemble du territoire, ces trois blocs pourraient fonctionner mieux aujourd'hui, pourraient fonctionner mieux, se mobiliser et être capable de dépasser cette question et vraiment affirmer et inscrire une volonté dans le moyen terme et le long terme, parce qu'ils discuteraient de leurs valeurs, ils discuteraient de ce qu'est l'intérêt national sur les océans, comment y arriver, et ce faisant, ils arriveraient plus facilement, je pense, à monter ces partenariats économiques, puisque les uns et les autres seraient sécurisés un petit peu dans leur positionnement par le partenariat. Donc c'est intéressant de réfléchir aujourd'hui sur cette notion de capacité à faire, capacité à agir. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on est sur la capacité à agir, la volonté, on va arrêter de toujours attendre de l'État, du pouvoir exécutif en fait, qu'il mette les moyens d'une politique maritime, les moyens financiers pour agir. Il y a énormément de possibilités d'action indirectes, de possibilités d'action où vous pouvez déjà mobiliser vos différents leviers pour agir sur les océans, sans que l'État soit nécessairement l'administrateur de toutes les activités économiques maritimes. Certes, il détient, parce qu'il a un régime de concession sur cet espace maritime, il détient des formes de potentiel de développement économique, mais chacun des territoires peuvent être des parties prenantes de cette aventure maritime et déjà mieux faire avec l'existant. Et il y a des marges de manœuvre très importantes. Dans la recherche des partenariats, ça peut être à l'intérieur du territoire national, entre les différents échelons régionaux. Ça peut être aussi des partenariats à l'étranger. Ça peut être aussi réfléchir les retombées économiques. Quand on parle de la France maritime, c'est 90% de la surface sous juridiction française, les zones économiques exclusives sur lesquelles on n'a que les devoirs environnementaux et les droits économiques, ces 90% sont dans l'outre-mer. Comment pense-t-on aujourd'hui à associer ces territoires de l'outre-mer à cette puissance et à ces retombées économiques? Est-ce que on pense bien ce développement économique dans l'intégralité
pas simplement en termes de ressources fiscales pour un territoire. On peut prendre l'exemple de Wallis et Futuna. Aujourd'hui, Wallis et Futuna, c'est un territoire oublié de la République, notamment parce que finalement, les Wallisiens sont plutôt peu revendicatifs dans leur désir d'autonomie, de régionalisme par rapport à l'État central. Mais aujourd'hui, autour de Wallis et Futuna, dans les eaux, il y a des prospections qui ont lieu pour des terres rares marines, tout un tas de potentialités économiques. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait bien réfléchi les retombées économiques, le partenariat qui va relier ces pouvoirs économiques ils vont pouvoir éventuellement trouver une richesse dans ces océans et les retombées pour le territoire wallisien en termes d'emploi. Est-ce qu'on met en place des filières de formation maritime qui permettraient d'employer des Wallisiens sur ces bâtiments privés? Enfin, voilà, il y a tout un tas de réflexions. C'est un exemple parmi d'autres, mais chercher le partenariat, c'est aussi concevoir ce qu'on fera ensemble de la répartition de cette richesse. Voilà. Le point sur les partenariats. Et pourquoi aujourd'hui il est particulièrement important de réfléchir à ce développement, à cette capacité à faire sur les océans, à faire tous ensemble? C'est qu'aujourd'hui nous sommes, peut-être que les gens qui s'intéressent à la mer ont entendu parler de la croissance bleue. On est à l'aube, juste à l'aube d'un nouvel Eldorado économique, où les potentialités terrestres sont limitées, où on identifie des réserves de minerais, de potentialités, de ressources et de développement de long terme et au niveau des océans qui sont fabuleuses. Et on nous promet un âge d'or. Et plus que jamais, il ne faut pas attendre de la seule action du pouvoir exécutif pour rentrer dans cet âge d'or. Il faut changer nos pratiques, il faut changer notre manière de concevoir nos intérêts nationaux, qui se déclinent aussi bien pour le pouvoir exécutif que pour les pouvoirs privés, qu'ils soient économiques ou à but non lucratif, que pour les territoires représentés par le pouvoir législatif. Et c'est absolument crucial aujourd'hui de réfléchir à cette manière de faire, puisque d'autres acteurs sont en train de le faire, notamment ces acteurs hybrides, que si on ne sécurise pas les bienfaits et les retombées économiques de cet Eldorado, cet âge d'or maritime, eh bien, ils seront pillés, tout simplement pillés. Voilà. Alors, ce qu'il n'y a pas dans ce livre du précis de la puissance, vous n'avez pas un inventaire exhaustif de toutes les potentialités qu'offrent les océans. Je l'ai fait à dessein parce que d'autres que moi ont porté ces plaidoyers, notamment pour la France, vous avez Jean-Marie Biette, qui a écrit un livre dont je vous recommande la lecture, qui est La mer, l'avenir de la France et l'avenir de la France. Il y a tout un tas d'autres lectures aussi qui font l'inventaire des potentialités économiques. J'aime beaucoup personnellement un rédacteur qui s'appelle Cyril Pierre Coutancé, qui a écrit ce livre sur la géopolitique des océans. Il a également écrit, il a coordonné l'écriture d'un livre qui est très bien, qui s'appelle La Terre est bleue, où vous avez une grande vulgarisation très intéressante. Donc c'est un livre coécrit par le marin et le Centre d'études stratégiques de la marine, où travaille Cyril Coutancé. D'autres auteurs aussi peuvent être cités. Bon, il y a Pierre Royer, qui a écrit également La géopolitique des mers et des océans. Et si vous vous intéressez aux questions océaniques, vous en avez derrière moi, vous avez des rayons. Il y a une grande littérature aujourd'hui qui a revalorisé un petit peu ces potentiels économiques et ces menaces, différentes menaces, mais qui montrent surtout que voilà, vraiment, nous allons rentrer de plein pied dans ce qui pourrait être un Eldorado. Et il ne faut pas que cet Eldorado, qu'on laisse passer cette opportunité. Voilà. J'en ai terminé et je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que vous prendrez du plaisir à avoir ce nouveau point de vue sur la puissance maritime. La question de la Chine et de sa stratégie One Belt, enfin, One Belt, One Road, donc le renouveau des routes de la soie, bon, c'est une question globale.
du point de vue de la Chine. Elle a certes cette vision qui est très guidée par l'État, mais elle met en œuvre en fait tout un tas d'actions mixtes entre du public et du privé. Si on prend le cas de ces ports, qui sont construits par des prêts qui sont en fait donnés à des États côtiers. On prend le cas de Djibouti par exemple, mais pas que. Enfin, partout où la Chine va créer des infrastructures, elle crée pas, elle fait en sorte que l'État côtier s'endette. Et en échange de quoi, ces emprunts, ben, ce sont des entreprises chinoises qui remportent les marchés. Et, sur les ports, il y a deux grands groupes. Alors, ce sont des groupes qui ont une histoire d'entreprise d'État au départ, mais qui sont de plus en plus, qui ont leur propre dynamique privée et qui vont servir de structuration ensuite à des acteurs économiques maritimes, mais aussi à l'installation, pour le cas de Djibouti, en tout cas sur le port de Doralé, d'une base navale. Donc il y a un grand mixte entre le public et le privé. Les États n'ont pas disparu du paysage maritime, ni du paysage international d'ailleurs, même si à la fin de la guerre froide, on a voulu laisser croire que ça y est, c'était la fin de l'histoire, c'était la fin de l'affrontement, c'était la fin de plein de choses. Les États ne pouvaient pas perdre toutes leurs prérogatives, ne serait-ce que parce que c'est quand même eux qui s'expriment dans les organisations internationales. Et c'est vrai que avec la relance des BRICS et un monde un peu plus multipolaire, l'action étatique est plus visible aujourd'hui. En même temps, vous avez la Russie. La Russie s'est remise entre guillemets de son choc, de, de l'effondrement de l'Empire soviétique. Mais vous avez aussi d'autres acteurs qui sont arrivés à maturité. Et voilà, donc, il n'y a pas eu de disparition des États. Il y avait des phases, c'était même pas des phases de recul, c'était des phases de transition. Donc, disons qu'aujourd'hui, ces États sont plus présents comme compétiteurs et parce ils en ont plus les moyens et que ça cohabite avec une vision toujours très libérale de l'échange marchand. Ça cohabite et sur les océans, ça se combine parce qu'il reste un certain nombre de prérogatives qui restent étatiques, comme je te le rappelais avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, on reste sur la grille de lecture, on reste sur des mixtes où on aura un centre de décision étatique unique en face duquel il va falloir arbitrer avec les outils de dialogue entre États, et puis tout un tas de stratégies indirectes, notamment par les acteurs hybrides, qui vont générer des zones grises où en fait on a l'impression que ce sont des acteurs économiques qui s'affrontent alors que derrière il y a des États qui vont utiliser des proxys économiques ou des proxys criminels ou des proxys criminels qui finalement vont prendre l'ascendant sur des acteurs étatiques. Donc ces zones grises maritimes contiennent des espaces là aussi d'arène physique, donc géographique. On voit très clairement se dessiner tout un tas de zones grises maritimes dans le monde où on ne sait plus qui est qui, mais aussi des gens qui sont présents simultanément au Moyen-Orient, sur la côte est africaine, avec un pied au Levant et un centre économique en Roumanie et des décideurs qui auront la binationalité, trinationalité, leur permettant d'accéder à la fois à l'espace économique européen, à la monnaie européenne, à la monnaie britannique et des espaces de change. Enfin voilà. Donc c'est plus rien n'est tranché. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque conflit, ce qui apparaît comme étant un conflit, il faut être capable de savoir qui est réellement en train de jouer et il n'y a pas de grille toute faite. Ce qu'il faut Oui, comprendre, c'est qu'aujourd'hui, être capable de mener un conflit économique ou pire nécessite d'être un stratège. Et aujourd'hui, être stratège, il faut être capable parfaitement de lire les positionnements, en tout cas sur les questions océaniques, sur les positions sur les différentes arènes de puissance, parfaitement identifier ses partenaires, parfaitement identifier ses compétiteurs, ses concurrents ou ses adversaires. Et ça, c'est devenu d'une telle complexité parce que les possibilités sont quasiment infinies
que la notion de l'analyste, alors je suis analyste, je prêche pour ma paroisse, mais l'analyste doit beaucoup plus se rapprocher du stratège pour à la fois l'aider à diagnostiquer la situation dans laquelle il est et l'aider à identifier des combinaisons de positions sur les arènes de puissance. Voilà. Donc il n'y a plus une réponse unique, à chaque fois il faut refaire l'analyse et c'est une analyse dynamique. Alors, oui, on a été désintéressé de la mer, mais on a été très présent sur les océans aussi. Sauf que ce n'était pas forcément avec un bateau. Euh, quand les investisseurs, se positionnaient sur l'aventure coloniale, on était très présent. C'était pratiquement l'un des produits financiers de l'époque les plus rentables, les plus risqués aussi, qui était en fait très, très actif. Et donc on a été présent, sauf qu'on ne savait pas qu'on était présent réellement. On était présent. Alors après, sur la partie immergée de l'iceberg qui est l'industrie maritime, euh, oui, on a un désintéressement, mais ça, on a toujours, on le sait pourquoi il y a ce désintéressement. C'est pas un désintéressement, c'est qu'il y avait d'autres priorités qui s'exprimaient en même temps, qu'on avait des leviers de puissance ou des démultiplicateurs de puissance qui étaient à terre et qui étaient finalement, entre guillemets, plus faciles, parce que l'homme est avant tout un terrien avant d'être un marin. Et on a dû arbitrer aussi avec ces priorités, ça c'est connu. D'un point de vue émotionnel, une des raisons pour lesquelles, je dirais, c'est aussi peu présent dans le débat français, c'est qu'on a considéré que la mer était la question des territoires littoraux. Et après, tout dépend de la profondeur d'un territoire littoral. La perception qu'ont les gens dans cette profondeur de leur appartenance à un territoire littoral. Aujourd'hui, quand on dit la terre, bon, on va caricaturer, hein, moi j'habite en Bretagne, donc on va dire la Bretagne, c'est ce qu'est la mer. Ben, la Bretagne, c'est très bien ce qu'est la terre aussi, et c'est une puissance agricole, pas qu'une puissance maritime dans l'âme. Euh, mais si on prend par exemple, on peut prendre tout le littoral atlantique, mais un port comme La Rochelle, qui est un petit port par rapport au grand port maritime, quand il conçoit son développement économique, il va raisonner son lien à la terre, à l'interland, c'est-à-dire le territoire qui va être un territoire dépendant de son activité économique et pour lui, un territoire dans lequel il va chercher des leviers économiques ou qu'il va essayer de servir. Et l'interland du port de La Rochelle, ça va jusqu'à la Suisse. Donc tu te rends bien compte qu'en fait, les points de vue sont éminemment liés en fait à la non-conscience de la dépendance des territoires au maritime. Je pense que c'est ça la principale. C'est pas qu'on ne s'y intéresse pas. Il y a beaucoup d'émotions au niveau des océans. Ça marche bien les océans. Euh, il y a- il y a- c'est fortement porteur d'attrait, mais on se dit ça ne me concerne pas. Or, tout ce qui est des océans nous concerne, tout ce qui passe sur les océans nous concerne. Nos télécommunications passent par les océans et c'est un vivier d'emploi, y compris d'emplois industriels, qui va toucher bien au-delà des territoires littoraux. Il faut simplement que les autres territoires en prennent conscience et se mobilisent. Ça peut être fait par notamment la revalorisation d'un rôle au niveau des assemblées d'élus, donc au niveau de l'Assemblée nationale, de commissions qui ne devraient sortir du cadre de la simple commission spécialisée maire pour les élus littoraux, mais aussi quelque chose qui intègre aussi bien les gens de l'Isère que du couloir rhénan, que l'Est de la France, que du transfrontalier avec des partenaires européens. Il y a énormément de leviers, d'acteurs concernés et qui sont prêts à s'impliquer. Juste un exemple pour te montrer que des gens commencent à prendre conscience de leur maritimité. L'équivalent, il existe au Luxembourg un cluster maritime qui intègre des entreprises luxembourgeoises qui vont être intéressées sur des prestations dans tous les domaines, y compris la sécurité en mer, la surveillance en mer. Tu vois, donc certaines personnes arrivent à se dire, je ne suis pas littoral, je n'ai pas d'accès direct aux océans, mais j'en dépends éminemment et je vais y chercher quelque chose. Je vais essayer de faire du développement économique durable, de créer des emplois, de créer de la richesse, de faire en sorte qu'une partie de cette richesse retombe sur mon territoire national. Donc c'est une question de point de vue. La grande, bon, ça on le sait tous, on n'est pas
n'est pas les plus forts, notamment peut-être parce qu'on a des territoires littoraux qui sont assez forts et qui ont peu tendance à accaparer. Alors ils ont les défauts de leur qualité, mais le débat sur la question océanique. Mais bon, c'est un frein, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable quand on voit que, par exemple, qu'un Jean-Marie Biette a fait des pieds et des mains pour organiser la première grande exposition sur les océans à Nantes, dans la lignée de son livre sur la mer et l'avenir de la France. On voit qu'il y a l'envie de porter ce débat. Et la grande force de la mer, c'est que ça attire énormément d'émotions. Donc on est capable, je pense aujourd'hui, en animant un vrai débat à toutes les échelles auxquelles il doit être mené, on est capable de mobiliser des volontés et du capitalisme. Après, bon, on est en septembre 2020. En juillet 2020, nous avons eu une refonte administrative du pouvoir exécutif qui a créé un ministère de la mer. Ça peut être un signal pour donner un nouvel élan. Ça ne doit pas être le seul. On ne doit pas attendre de l'État qu'il fasse tout. Donc voilà, jusqu'à présent, je pense qu'il y a une grande volonté du pouvoir exécutif à mener un dialogue, tant mieux. Mais voilà, il va falloir jouer sur d'autres leviers, notamment ce débat parlementaire national. Pourquoi pas lancer non pas un Grenelle de la mer, ça a déjà été fait, ça a été fait entre du pouvoir exécutif et des pouvoirs privés, mais une véritable, je dirais, un véritable débat qui n'aurait que les parlementaires pour réfléchir sur ce que l'on veut faire des océans et comment ces océans vont contribuer au, à soutenir la France, enfin l'activité sociale et économique française et ses valeurs et dans les nouveaux défis qui se présentent à elle. Tout dépend ce qu'on appelle, ce que tu appelles le développement écologique. Parce que tu as le développement des acteurs qui se revendiquent de l'écologie, tu as, et puis tu as la question du développement durable et, et de l'économie de la rareté. Euh, et la question de la gestion de cette économie de la rareté des potentiels de renouvellement, qui pour moi est le débat de l'écologie sur les océans. Dans certains cas, il y a la notion de reconstitution de milieux dégradés aussi. Alors après, tout dépend de quel est le point de référence que l'on a. On peut vouloir une nature totalement vierge et le faire en privatisant totalement cette nature et mener cette espèce de financiarisation via la financiarisation des services écosystémiques. C'est un choix et ça, lui doit être arbitré et pas que par de l'émotion autour de la dégradation de la planète. Il y a pas mal de situations intermédiaires qui doivent être décidées et ça c'est du développement durable. Donc la mouvance écologique, bon, derrière ce mot, il y a une grande diversité de situations et de concepts. Je pense que ce qui est très important, c'est la question voilà, que le potentiel de renouvellement soit là et que ce qui doit être exploité en minier doit l'être de façon raisonnée et en arbitrant bien le besoin par rapport à la rationalité d'exploitation. Voilà. Donc, c'est pas antinomique, tout dépend de la manière dont le débat va être porté et tout dépend comment des arguments présentés sur la place publique en fait, relèvent de stratégies qui n'ont peut-être rien à voir avec l'écologie derrière. En tout cas, selon les visions qu'on peut avoir de l'écologie. Donc déjà, poser aussi le débat de ce que doit être une vision, entre guillemets, écologique sur les océans, ça coule de source. C'est pas l'apanage d'un groupe face à l'autre. Aujourd'hui, parler de l'écologie sur les océans, c'est tomber sur le maximum d'espace sous souveraineté, c'est-à-dire les zones économiques exclusives. Car dans ces zones économiques exclusives, il y a deux choses qui s'expriment principalement avec une possibilité d'action étatique ou en tout cas où l'État va offrir des concessions et un certain nombre de devoirs, c'est l'économique et l'environnement. Donc, brandir l'environnement en prétendant
à juste titre sur certains aspects, mais pas sur la totalité, qu'il y a une dégradation irrémédiable des océans, c'est aussi une capacité à pouvoir jouer un jeu d'influence au niveau de secteur étatique sur 30% des surfaces maritimes mondiales. C'est pas totalement anodin non plus. À partir du moment où on a ce dialogue national et qu'on fixe des priorités, on a un axe, on a des lignes directrices, et une seule ne suffit pas. Je pense même qu'il devrait y avoir une sorte de texte fondateur où on définit exactement les attentes, que ce texte voté, débattu, et ensuite on le décline en politique sectorielle, maritime. Ça, c'est la première des grandes étapes qu'il est nécessaire de réaliser. Et c'est pas, peut-être que le pouvoir exécutif peut être initiateur, mais à mon avis, l'animation de ce processus ne doit pas être uniquement de l'initiative du pouvoir exécutif, voire ne devrait pas être sous sa tutelle. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.